Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là. On est ensemble pour 44 minutes et 30 secondes exactement. Parler d'engagement et de désengagement au travail. Mon but aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, à la fin de cette conversation, on ait une compréhension commune de ce que signifie s'engager, se désengager. Pourquoi cette volonté? Parce qu'aujourd'hui, mon constat, c'est que les termes d'engagement et de désengagement sont utilisés un peu à tort et à travers par la langue managériale et on ne sait pas trop ce que ça signifie. C'est souvent confondu avec sens, performance, implication, alors que ça a pas vraiment de lien et donc j'aimerais qu'à la fin, de quoi on parle. Et avant de commencer, je voudrais bien sûr, remercier l'organisation, d'avoir, eu le malheur de m'accepter et aussi, remercier tous les sponsors sans qui, cet événement, bah, n'aurait pas lieu. Sponsors, merci à l'organisation. Je vais commencer de suite, pour vous expliquer, l'intérêt un petit peu de cette conversation. Pourquoi on parle, de tout ça. Alors ça dépend un petit peu de votre rôle, je pense en fonction de si vous êtes, dans la sphère directionnelle ou dans la sphère opérationnelle. Si vous êtes par exemple manager ou manageuse, il y a un intérêt, en lien avec, le pognon. Il y a des conséquences, très, positives ou même très négatives, selon l'engagement ou désengagement, sur, la performance des équipes. Le fait que ce qu'on entend par performance, c'est le fait de réussir à atteindre des objectifs, et aussi sur, le coût que représente le désengagement des personnes dans une entreprise. Donc concrètement, l'engagement peut avoir des conséquences, très positives sur, la situation financière d'une entreprise, d'une équipe et le désengagement, à l'inverse, peut avoir des conséquences négatives. Mais, de votre côté, si d'un autre côté, pardon, si vous êtes, pas dans une, si vous êtes dans une rela si vous êtes contributeur individuel, par exemple, ce qui peut vous intéresser dans l'engagement, c'est comprendre ce qui se joue en vous. Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, vous allez vous engager ou vous désengager? Qu'est-ce qui fait que vous allez vous retrouver engagé vis-à-vis de votre, métier, mais pas de votre entreprise, et cetera? C'est ce qu'on va essayer d'évoquer, ensemble aujourd'hui. Alors de quoi l'on parlons-nous? On va parler à la fois d'engagement, de désengagement et d'auto-engagement. Et pour chacun des sujets, je vais vous partager, différentes lectures que j'ai pu avoir ou discussions que j'ai pu avoir avec des chercheurs et des chercheuses en sciences sociales. Donc principalement des sociologues et des, psychologues. Pour commencer, pour la définition, on va dire, de ce qu'est, l'engagement, au travail, quelque chose qui me semble super intéressant, c'est de vous partager des travaux, des chercheurs, John Mayer et Nathalie Allen, qui sont 2 chercheurs, canadiens, qui ont écrit un article dans les années 90, qui a eu, enfin qui aujourd'hui fait un petit peu foi dans le monde, académique, parce qu'il est repris, dans beaucoup d'autres travaux. Et la définition de l'engagement, de Meyer et Allen est celle-ci, c'est que c'est un état psychologique caractérisant la relation de l'employé à son organisation ayant des effets sur la décision de rester ou non dans l'entreprise. Alors, on peut parler d'état psychologique, on peut parler de force psychologique, de lien psychologique, mais c'est pas cette définition en soi que je trouve intéressante dans, le principe de l'engagement et dans les travaux en fait de Meyer et Allen. Je dirais plutôt que ce que je trouve intéressant dans leurs travaux, c'est ce qu'ils amènent dans la compréhension de l'engagement au-delà de la définition. Et ce que je trouve vraiment chouette, en tout cas moi ce que ça m'a permis, c'est de comprendre à quel point l'engagement était multidimensionnel. Je l'évoquais très rapidement en introduction, mais en fait l'engagement déjà, de quel engagement? Engagé par rapport à quoi? Ça peut être par rapport à son travail, ça peut être par rapport à son métier, on va dire, à son entreprise, à ses collègues, à son supérieur, à ses clients. Ça peut être par rapport à tout un tas de choses et le désengagement, pareil, par effet miroir, on va dire. Mais c'est pas les seules dimensions de l'engagement. C'est ce que montrent aussi les travaux de Meyer et Allen, c'est qu'on peut distinguer 3 types d'engagement. L'engagement affectif, de communication de continuation et normatif et je vais, vous préciser un petit peu ce que j'entends par là. L'engagement affectif, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, la relation, émotionnelle qu'on va avoir avec son entreprise. C'est, souvent d'ailleurs ce que nous disent Meyer et Allen, c'est peut-être l'élément le plus fort qui fait qu'on va rester ou non dans cette entreprise. C'est donc cette relation, émotionnelle qu'on peut avoir avec, une fois de plus, son entreprise, ses collègues, son supérieur hiérarchique, ses clients et cetera. L'engagement de continuation, c'est, une différence qu'on va faire, assez, basique entre le coût de partir et le gain de rester. Si, par exemple, en fonction directement on va penser au salaire évidemment, mais c'est pas que ça. Je peux avoir une formation, sur un sujet très précis, et une expertise sur un sujet très précis dans mon entreprise qui sera peut-être pas forcément valorisée dans une autre entreprise. Donc est-ce que j'ai un intérêt à partir?
Voilà, donc c'est la mesure de ses gains et les pertes, on va dire, dans son entreprise. Et enfin, l'engagement normatif, c'est plus un contrat moral. Là encore, c'est très subjectif. Ça va dépendre des normes et aussi des valeurs que l'on a chacun d'entre nous et qui vont créer une sorte d'obligation personnelle à rester dans l'entreprise. Je me dois de rester en fonction de mes normes et des valeurs. Alors je vous rassure, je vais, expliquer un petit peu plus longuement comment, entretenir, chacun de ces engagements, un peu plus tard. Mais avant, j'aimerais rappeler que l'engagement et le désengagement, je vous ai partagé une définition de Meyer et Allen. Mais ça, c'est qu'une définition. Au final, c'est qu'un concept. C'est un terme qui a été utilisé pour la première fois dans les années 40 par un psychologue américain qui s'appelle Gordon Allport. Et depuis les années 40, il y a eu plus de 20 000 articles, 20 000 articles dans le monde académique sur le sujet de l'engagement d'entreprise. Et il y a eu aussi des centaines et des centaines d'ouvrages. Donc face à l'immensité de ce contenu, moi je ne peux pas vous faire un résumé, déjà parce que je n'ai pas lu tout ça et je n'ai pas toutes les connaissances requises pour ça. Donc évidemment, ce que je vous propose, c'est comment dire, une sorte de résumé subjectif qui, moi, me semble intéressant. Et je voudrais rajouter à Meyer et Allen un autre concept que j'apprécie beaucoup, qui est développé par la psychologue Cécile Dume. Cécile Dume explique que dans l'engagement, il y a aussi une chose qui se joue, c'est, comment expliquer ça? C'est plutôt des attentes qu'on va avoir, qui sont intériorisées, qui sont pas forcément conscientes, qui même sont très souvent inconscientes, avec son entreprise. Et elle distingue le contrat psychologique qu'on va avoir avec son entreprise du contrat narcissique. Le contrat psychologique, au final, c'est intérioriser un ensemble d'attentes par rapport à son entreprise et inversement. L'entreprise va intérioriser des attentes vis-à-vis de la personne. Donc on s'imagine que l'entreprise va attendre de nous que, par exemple, je fasse bien mon travail et à l'inverse, je vais attendre de l'entreprise qu'elle me traite avec, respect. C'est un exemple. Le contrat narcissique, c'est un peu ça va un peu plus loin dans ce principe, d'intériorisation des attentes. Typiquement, je vais intérioriser, sans forcément le savoir, sans forcément m'en rendre compte, des valeurs et des normes qui sont véhiculées, communiquées par l'entreprise. Et à l'inverse, moi, ce que je vais demander à l'entreprise, c'est qu'elle me trouve une place dans l'entreprise et aussi qu'elle me reconnaisse, qu'elle valorise ce que je peux faire dans l'entreprise. Et elle distingue ainsi ces contrats psychologiques et ces contrats narcissiques qui peuvent créer un lien psychologique et qui donc peuvent favoriser l'engagement ou, effet miroir, le désengagement. La question que vous pouvez aussi vous poser, mais très bien Denis, mais qu'est-ce que ça amène cet engagement, cet engagement? On a eu la définition, la présentation de quelques concepts et il y en a encore quantité d'autres que je n'ai pas évoqués avec vous. Mais qu'est-ce que ça permet? Je vous partage, d'ailleurs je vous recommande la lecture d'un triptyque qu'a écrit François Dupuis, donc sociologue français. Il a écrit un triptyque qui s'appelle Lost in Management. Si vous voulez en savoir plus sur le management et la compréhension de ce qui se passe dans une entreprise d'un point de vue sociologique, je vous encourage vraiment à lire ces trois livres-là. Et ce qu'il explique, c'est que l'engagement permet de faire un petit peu ce petit plus. Ce petit plus qui n'est pas prévu dans une fiche de poste, qui n'a pas forcément été évoqué même avec la personne, et qui change absolument tout. Alors, avant d'expliquer un petit peu ce que j'entends parler et de vous donner un exemple, quelque chose que j'aime bien faire, c'est expliquer concrètement ce petit plus-là. Alors, ce petit plus, qu'est-ce qu'il signifie? Alors, ce petit plus, il peut prendre plein de formes différentes. Mais ce que j'entends par là, c'est qu'il y a toujours une différence entre le travail qui est prescrit et le travail réel. Le travail prescrit, c'est ce que vous demande de faire, par exemple, une manageuse ou un manager. Non, c'est un cadre qui est posé, j'attends de toi que tu fasses ceci et cela. Ça peut prendre la forme d'un contrat de travail, ça peut prendre la forme d'un ordre, etc. Et le travail, c'est la différence. Enfin, le travail réel, par contre, c'est ce que vous allez faire et la confrontation entre ce que vous avez demandé et ce que vous allez pouvoir réaliser. Et il y a toujours un écart gigantesque entre ces deux mondes. Et c'est tout à fait logique. Il est impossible de tout prévoir. Il est impossible de prévoir les variations, les changements qui peuvent advenir. Et donc, il y a toujours cette petite variation. Et c'est là où chaque personne va faire usage de son intelligence, de sa subjectivité, pour réussir à adapter l'ordre ou la prescription à la réalité, à la possibilité en fait de faire ce travail-là. Et ce que François Dupuis explique, c'est que cette subjectivité, cette intelligence, si on ne fait pas appel à ces choses-là, il y a un exemple qui le montre, les conséquences de ça, c'est ce qu'on appelle la grève du zèle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, la grève du zèle, c'est un exemple qui est souvent donné, ça aussi on appelle ça la grève des douaniers. Alors, typiquement, qu'est-ce que peut faire un douanier pour se mettre en grève?
C'est pas arrêter de travailler, c'est au contraire appliquer à la lettre ce qu'on lui demande de faire. Et à partir du moment où le douanier applique à la lettre les procédures, les process qu'évoquait tout à l'heure, Arnaud, qu'est-ce qui se passe? Il y a des kilomètres et des kilomètres de bouchons qui se forment. Et là, typiquement, pourquoi? Parce que la personne ne fait plus appel à sa subjectivité, plus appel à son intelligence. Elle est uniquement dans l'application bête d'un travail prescrit. D'où l'importance de comprendre, de distinguer travail prescrit et travail réel. Alors, s'il y a des managers et des manageuses parmi vous, je vous invite à prendre conscience de ça pour laisser une marge de manœuvre et faire appel à l'intelligence des personnes. Et donc, l'engagement, à partir du moment où j'ai cet engagement, qu'il soit normatif, émotionnel ou de continuation, je vais faire ce petit plus pour, on va dire, sauter cet écart entre travail prescrit et travail réel. Une personne qui est très importante dans la réflexion sur l'engagement, c'est William Kamm, qui, si je ne dis pas de bêtises, est professeur dans une université à Boston et qui est considéré un peu comme le père fondateur de l'engagement des collaborateurs et qui dont les travaux sont très intéressants pour comprendre ce que c'est déjà engagement. Parce que j'ai fait un tic de langage tout à l'heure, à chaque fois que je vous parlais des engagements, je disais par effet miroir de l'engagement, alors que ça ne s'explique pas par négation, le désengagement. Ça s'explique concrètement, comme nous explique William Kahn, par le fait que physiquement et cognitivement et émotionnellement, on est absent, on a un désintérêt, on n'a plus de vigilance, on devient passif. Et c'est là où on peut faire le lien avec ce que je évoquais tout à l'heure, la grève du zèle, c'est qu'on va suivre des indications plutôt que les interpréter, et on met de côté toute son intelligence. Et pour finir sur la définition, je vous ai parlé de la définition de l'engagement, je vous ai parlé de la définition du désengagement, et maintenant je voudrais parler de l'auto-engagement. L'auto-engagement, j'aime beaucoup cette approche, ce concept qu'a amené Marion Fléché en étudiant des startups. D'ailleurs, dans quelques semaines, quelques mois, elle va sortir un livre consacré aux startups. Je vous invite à lire, si vous travaillez dans ce secteur-là, ce que signifie l'engagement, pourquoi il est valorisé et les conséquences qui peuvent être dramatiques aussi sur l'auto-engagement. Alors, ce que nous explique Marion Fléché dans un article qu'elle a écrit sur l'étude en particulier d'une startup, c'est qu'elle a constaté que certains salariés internalisaient les normes et objectifs de l'organisation au point de les transformer en motivation personnelle. Alors là, si parmi vous, il y a des personnes qui sont managers ou manageuses, vous dites « Ah, chouette, sans rien faire, j'ai une personne ou des personnes qui internalisent tous les objectifs, toutes les valeurs, qui vont s'automotiver et qui vont créer elles-mêmes de la motivation. Cool, j'ai plus rien à faire. » Sauf qu'en vrai, ça peut être sacrément dramatique. Il y a toujours un revers de la médaille, je vous explique pourquoi. Si vous êtes dans un contexte où, et ça on le voit très souvent dans le milieu des startups, où il y a une survalorisation de l'excellence, où il y a une survalorisation de la surperformance, c'est-à-dire toujours dépasser, toujours faire plus, ce qu'on fait n'est jamais satisfaisant. Et si en plus vous êtes dans un contexte qui valorise la compétitivité, c'est-à-dire il faut toujours que je fasse plus que mes collègues, c'est pas uniquement me surpasser, c'est aussi potentiellement écraser les résultats des autres. Si vous êtes dans ce contexte-là, vous allez transformer l'auto-engagement en destruction totale de la personne. Pourquoi? Parce qu'elle va vouloir s'engager, mais elle va se rendre compte que ce n'est jamais assez. Ça ne suffit pas. Il faut toujours faire plus. On me demande toujours de faire plus. Et en plus, je n'ai pas forcément la reconnaissance de ce que j'ai déjà fait parce qu'on me dit il faut que tu ailles plus loin encore. Et là, si vous voulez aller plus loin, je vous conseille les travaux de Vincent de Golja qui a écrit un livre qui s'appelle Le coût de l'excellence et qui montre les conséquences de ce type de pratique managériale. Et donc, tout ça pour vous dire que l'auto-engagement a aussi des conséquences négatives et qu'il faut faire très attention au contexte qu'on construit et à la façon dont on amène les personnes à travailler et à valoriser leur travail. Et donc là, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est que je vous ai présenté l'engagement, le désengagement, c'est comment on crée tout ça? Comment on crée à la fois l'engagement et comment on permet le désengagement? Et donc au final, comment on foire l'engagement? Alors si je reprends les concepts de Meyer et Allen, et après je vous donnerai d'autres concepts pour montrer qu'il ne faut pas non plus s'enfermer dans un concept. Vous vous rappelez l'engagement affectif, l'engagement de continuation et l'engagement normatif. Alors l'engagement affectif, je vous rappelle, c'est, on va dire, la relation émotionnelle qu'on va avoir, le lien émotionnel qu'on va avoir avec son entreprise. Et donc déjà, pour créer cette relation émotionnelle, il faut mettre en place des principes de respect, de soutien, de reconnaissance, etc. Et aussi, autre technique, c'est permettre l'évolution, partager des valeurs et aussi mettre en place la reconnaissance de ce qui a été fait.
D'ailleurs, vous allez voir que dans ce que je vais vous présenter, je vais souvent utiliser le terme reconnaissance parce que, et là c'est qu'un exemple, mais j'en donnerai d'autres. En fait, une même chose peut avoir des conséquences sur l'engagement affectif de continuation et normatif. L'engagement de continuation, je vous rappelle, c'est de faire le distinguo entre les gains et les coûts. Est-ce que c'est un intérêt pour moi de partir ou est-ce que ça vaut peut-être mieux que je reste? Rester, ça peut être, tiens, en ce moment, le marché du travail n'est pas terrible. Je prends un risque en partant. Je vais me retrouver dans une situation un peu de précarité parce que je vais être peut-être en période d'essai. Pas sûr que je puisse rester. J'ai des choses à payer dans mon quotidien. Est-ce que ça a un intérêt? J'ai été formé, j'ai eu une expertise sur une machine qu'il n'y a que dans cette entreprise où je peux, qui l'utilise. Est-ce que c'est un intérêt pour moi de partir parce que j'aurais plus cette expertise-là? Et donc, évidemment, quand on réfléchit à l'engagement de continuation, on peut, la première chose qu'on se dit, c'est augmentons les salaires. Oui, certes, c'est une des façons. Gagner plus d'argent, ça va faire en sorte que le gain de partir va être plus élevé. Enfin, pardon, le coût de partir va être plus élevé, donc on va peut-être profondément vouloir rester. Mais c'est pas que ça, c'est aussi d'avoir un environnement prévisible. À partir du moment où je sais ce qui va se passer dans mon entreprise les 6, 12 ou 18 prochains mois, à partir du moment où je sais comment mes collègues ou mon manager ou manageuse réagissent face à certaines situations, je crée une situation où il y a de la prévisibilité et donc un certain confort. Et on évite la situation de sorte de précarité subjective, des changements quotidiens. Je ne sais pas trop comment, je suis toujours sur un fil du rasoir. À tout moment, ce que j'ai appris va disparaître. À tout moment, mon entreprise peut disparaître. Et donc, l'environnement prévisible est aussi un élément très très fort pour créer de l'engagement de continuation. Et l'engagement normatif, je rappelle, c'est une sorte de contrat moral. Chacun a le sien, chacun a ses normes et ses valeurs. Et donc, comme chacun a ses normes et ses valeurs aussi, chacun va avoir ses normes et ses valeurs représentées ou non, incarnées ou non dans l'entreprise dans laquelle on est. Et pour faire ça, évidemment, il faut communiquer sur ces normes et ces valeurs. Et là, vous savez peut-être que ça va vous paraître, enfin en tout cas moi, ça me choque souvent parce que c'est devenu un outil marketing, les normes et les valeurs. C'est souvent, je parlais tout à l'heure de François Dupuis, hein, il parle de valeurs compensatoires. On écrit des valeurs sur un mur, en disant oui, travailler collectivement ensemble, ce genre de choses, qui au final sont juste là pour compenser des choses qui n'existent pas, qui sont juste là pour marketer une entreprise, faire en sorte qu'elle paraisse intéressante. Sauf que là, on rentre dans une sorte d'hypocrisie organisationnelle. Donc faites très attention si vous êtes dans une situation où vous pouvez créer des normes et des valeurs dans votre entreprise, à ne pas le faire dans un but purement communicationnel. Parce que là, vous allez faire exactement l'inverse, c'est-à-dire que les personnes vont prendre ça comme un gag, ça va devenir une blague. Eh, t'as vu par rapport à ce qui est écrit au mur, est-ce que tu l'incarnes vraiment? Est-ce que vraiment ce qui est dit, ça correspond aux valeurs? Et puis on va rentrer dans cette hypocrisie totale. Donc c'est important de réfléchir à quelles normes, quel comportement on va avoir dans une entreprise, mais à partir du moment où c'est pas incarné, bah, c'est juste de la merde en fait. Donc important de réfléchir à ça. Important aussi de réfléchir à comment encourager les relations interpersonnelles. Là encore, c'est peut-être mon expérience personnelle qui parle, c'est très important ces relations interpersonnelles, mais si ça consiste à faire, de la course en sac, dans un endroit, à côté de la mer, bah, il y a de grandes chances que là encore, on rentre dans une sorte d'hypocrisie, que l'entreprise dit: «Tiens, bah, c'est important de créer ces relations interpersonnelles, on va faire des trucs particulièrement infantilisants, mais c'est pas grave, on aura fait notre taf». Donc, c'est pas ces relations interpersonnelles, typiquement, c'est pas un événement, qui a lieu pendant une année où on va créer une injonction en disant aux personnes: «À partir du moment où tu t'amuses avec tes collègues». C'est réfléchir au quotidien à comment créer des relations entre les personnes, à comment faire en sorte que les personnes discutent. Dans la première intervention, il y a une personne qui parlait de silos. Je voudrais déjà dire que les silos, c'est pas grave, c'est même plutôt bon signe. À partir du moment où une entreprise grandit, les équipes vont devoir être autonomes. À partir du moment où on est autonome, on n'a pas forcément besoin d'autres équipes et donc se créer des silos, c'est normal et c'est même souhaité. Par contre, ce qui est pas souhaité, c'est que ces personnes ne communiquent plus, ces personnes s'ignorent, et là, on est dans une situation où on peut être dans l'interprétation de ce que fait l'autre. On peut être dans le pointage du doigt et on arrive à des situations, particulièrement horribles où les personnes se parlent. Et c'est ça qu'il faut éviter et c'est là où il faut, réfléchir à comment développer ces relations interpersonnelles et pas uniquement au sein d'une équipe, au sein de différentes équipes, au sein d'un département. Et créer de l'intérêt pour ces personnes en prenant en compte
comment elle souhaite intervenir là-dedans. C'est très important aussi, c'est là toute la difficulté, si vous êtes manager et manageuse, c'est de prendre en compte l'engagement affectif de continuation et normatif, en disant il ne faut pas que, ce que nous conseille meilleure Hélène, privilégier l'un par rapport à l'autre, et en même temps, il faut que je m'adapte par rapport à chacun. Parce que l'engagement normatif, typiquement, les contrats moraux, il est différent selon chacun. On n'a pas chacun les mêmes normes, on n'a pas chacun les mêmes valeurs. Donc, trouver des éléments qui vont parler à la fois au plus grand nombre et en même temps à chacun individuellement. Et c'est là toute la difficulté, je trouve. Donc, comme je vous l'ai dit, Meyer Hélène nous explique qu'il ne faut pas privilégier un de ces engagements par rapport à un autre. Sauf qu'il y a pas mal d'études qui montrent que pas tant que ça, et que l'engagement affectif, c'est le plus puissant, c'est le ressort le plus puissant. La relation émotionnelle qu'on a avec son entreprise, c'est souvent celle qui fait qu'on reste ou non dans l'entreprise. Évidemment, c'est pas que ça, mais c'est souvent l'élément le plus important. Il va faire que le lien se casse ou pas. Et les conséquences de ça, et là encore, je tire le trait, c'est que c'est quelque chose d'assez connu dans le management, qui est très souvent même enseigné. Et ce qu'on voit comme application pour créer un lien émotionnel, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. C'est le team building, c'est comment dire, flouer, rendre flou la frontière entre la vie perso et la vie pro. C'est un directeur ou une directrice qui arrive en basket et qui nous tutoie, et qui dit « Ah, comment ça va ?» en nous tapant dans le dos alors que c'est la première fois qu'on le voit de l'année. C'est tout ce genre de choses qui sont, on va dire, l'illusion d'une relation interpersonnelle et donc qui sont l'illusion d'une création d'un lien psychologique et d'un lien émotionnel, pardon, avec l'entreprise. Donc faites très attention à ça. Pourquoi je dis ça? C'est que ce qui est important, et vous comprenez, c'est d'avoir une vraie authenticité et de ne pas réfléchir ça uniquement comme un ressort pour faire plus d'argent et de créer une sorte d'hypocrisie en disant tiens, je fais ça juste parce que ça permet ça. Et pourtant, ce que nous a marqué Marion Fléché, ce qu'a montré Marion Fléché, c'est que pourtant cette approche-là qui est la plus utilisée, surutilisée dans les startups, ce flou entre vie pro et vie perso, cette fausse amitié, cette fausse camaraderie, parce qu'elle crée une situation où les personnes vont se dire mais c'est plus uniquement mes collègues, c'est entre guillemets une famille. Et ces termes-là vous paraissent peut-être pas vous faire sourire, mais c'est ce qui est très souvent utilisé. Et la volonté derrière tout ça, c'est de faire travailler plus les personnes. Donc attention à la mise en place de tous ces principes d'engagement. Là, j'ai passé une slide un peu trop vite. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui est très important, c'est d'aller au-delà aussi des concepts. Je vous en ai présenté un, il en existe quantité d'autres. Évidemment, l'engagement ne se crée pas uniquement à travers ce que je vous ai montré. C'est des possibilités, mais il y a d'autres trucs. Je peux vous citer deux autres études que je trouve intéressantes. Une qui montre que l'engagement avec une entreprise peut se créer dès les entretiens d'embauche. Ça peut paraître un peu étrange, et pourtant, à partir du moment où, dans les entretiens d'embauche, vous êtes transparent sur la situation, vous êtes transparent sur à la fois ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, transparent sur les problèmes ou peut-être même les challenges qu'il y a dans l'entreprise. Ça peut créer une situation où, avant même d'arriver, l'entreprise se dit « Tiens, j'ai vraiment envie de travailler avec ces personnes-là. J'ai vraiment envie d'être cette entreprise-là. » Et donc, l'engagement peut s'enclencher dès le départ. Autre étude qui a été menée par 3 chercheuses qui montre que la communication interne peut aussi avoir des conséquences très positives sur l'engagement. Alors, comment faire pour éviter que la communication interne soit juste un relais de propagande de normes et de valeurs qui ne sont pas incarnées et qui sont juste compensatoires? Eh bien, c'est simple, ça consiste à s'intéresser aux personnes au final et à les faire participer à la communication. Et donc à communiquer des choses qui sont en lien avec leur métier, en lien avec leur contexte, et à valoriser ce qu'elles font, et à communiquer sur le réel, et non pas sur des choses profondément marketées, désincarnées, et qui créent, là encore, ce que je vous évoquais tout à l'heure, une sorte d'hypocrisie organisationnelle. Là, la question que vous pouvez vous poser aussi, c'est Denis nous a présenté différentes choses pour créer de l'engagement. Est-ce que tu n'as pas d'autres exemples? Si vous voulez lire, si vous avez le temps et l'énergie pour lire une seule chose en lien avec l'engagement, moi je vous conseille de lire la thèse d'Amélie Sandoval sur l'engagement. Ça regroupe absolument tout ce qu'il faut savoir sur l'engagement et les engagements.
Elle parle beaucoup de William Kahn, que j'ai évoqué tout à l'heure, et explique que, heu, comment faire heu, créer de l'engagement? C'est simple, c'est déjà aussi d'avoir, des bénéfices de l'engagement. Qu'est-ce que je vais retirer d'amener ce petit plus-là? Le fait d'utiliser mon intelligence et ma subjectivité, d'aller au-delà du travail prescrit, d'amener des choses qu'on n'attendait pas forcément de moi, de faire en sorte que tous les rouages arrivent, à être bien huilés. J'en tire quoi de ça? Et je parle pas forcément, d'argent, c aussi ce qu'on voit un ressort très fort, quels que soient les différents types d'engagements qu'on a vus, c'est la reconnaissance. Cette reconnaissance, elle peut être financière, elle peut aussi être symbolique. Très important d'avoir ça en tête. Qu'est-ce que les personnes vont retirer de cet engagement-là? Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure dans les 3 types d'engagement, c'est que typiquement la reconnaissance, elle peut avoir un impact sur les 3 types d'engagement. L'argent aussi peut avoir un impact sur, les 3 types d'engagement. Si je suis augmenté, je vais me dire: «Tiens, typiquement, l'engagement de continuation, est plus important». L'engagement aussi, le lien émotionnel, je me dis: «Tiens, on reconnaît mon travail, on donne une valeur à ce que j'ai fait». Le lien émotionnel est plus fort et pareil aussi dans le contrat moral. Je vais me sentir redevable, on m'a augmenté, ça signifie que je dois faire, ceci, cela. Et donc il faut donc retirer des bénéfices de l'engagement. C'est pouvoir aussi faire en sécurité, ça c'est très important. Peut-être que vous êtes, familier avec la notion de sécurité psychologique. C'est le fait, de pouvoir, être soi-même sans avoir peur des conséquences. C'est le fait de pouvoir s'exprimer à qui que ce soit dans l'entreprise sans avoir peur des conséquences. Est-ce que je peux vraiment dire le fond de ma pensée à mon N+2, à ma N+2, à mon N+3, et cetera? Est-ce que je peux vraiment être moi-même, quand, je suis dans une situation de team building où on me demande de faire de la course en sac? Voilà, donc c'est ça, cette notion de sécurité, c'est de pouvoir s'exprimer, heu, ouais, j'ai l'impression de beaucoup parler de team building, mais c'est, une croisade personnelle, je crois. Heu et enfin, c'est aussi d'être disponible. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des formateurs ou des formatrices. Heu, il y a une chose qu'on apprend quand on donne une formation, c'est que si on veut transmettre du savoir, il faut que les personnes aient envie d'apprendre. Si on n'a pas envie d'apprendre, tout ce qu'on va faire ne sert à rien. On peut mettre en place tout un tas de techniques, ça ne servira à rien. Et bien, au-delà de l'apprentissage, être disponible, ça prend en compte la possession des ressources physiques, émotionnelles et psychologiques. Est-ce que les personnes avec qui je travaille sont disponibles là-dedans? Et donc c'est vraiment prendre en compte le contexte et la situation personnelle, de chacun, pour m'assurer que ce que je fais va pouvoir, heu, trouver un écho. Et donc là, propose de passer à l'autre sujet, c'est, permettre le désengagement et au final, comment, foirer totalement son engagement. Je vous invite à écouter Thomas Périlleux qui est un sociologue belge et qui nous explique que, créer du désengagement, ça peut se faire, assez facilement. Donc si c'est votre objectif, je vous rassure, c'est extrêmement simple. Déjà, comment faire de l'injonction à faire du travail de mauvaise qualité. Ça, c'est un ressort très, très puissant pour vous assurer que tout le monde ait envie de se barrer. Et si vous voulez aller plus loin, là encore, je vous conseille une lecture, l'auteur, Jean-Philippe Bouilloux, chercheur qui a consacré, beaucoup de son énergie et de ses recherches sur, le beau travail. Pourquoi c'est important, le beau travail? C'est parce que, bizarrement, c'est quelque chose, auquel on a l'habitude dès qu'on est petit. Faire un beau dessin, écrire, faire des belles lettres et cetera, quand on écrit, mais qui disparaît au fur et à mesure. Et cette notion de beau travail, elle est assez peu, évoquée dans notre quotidien au travail. Et même dans les recherches en sciences sociales, et notamment, en sociologie du travail, c'est évoqué, pour le bel ouvrage, pour les travaux manuels, mais pas forcément dans tous les autres types de métiers. Et ce que montre Jean-Philippe Bouilloux, je trouve très intéressant, c'est que cette beauté du travail, elle existe dans n'importe quel métier. Il existe une beauté du travail quand on est ouvert, il existe une beauté du travail comme, vous êtes beaucoup à être développeur, développeuse. Dans n'importe quel métier, même quand on est consultant, je sais, ça peut même quand on est coach, vous imaginez même quand on est coach, il y a un beau travail. Donc ça existe partout et c'est à prendre en compte. Et à partir du moment où on empêche les personnes, de faire du travail, enfin on oblige les personnes à faire du travail de mauvaise qualité, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va à l'encontre de leurs valeurs, on va à l'encontre de leur éthique. Et là, ça fait, écho à ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'engagement, l'engagement normatif. On va à l'encontre de mes valeurs, de mes principes, de mon éthique.
J'ai pas très envie de faire le petit plus. L'usage de la peur et du mépris aussi, très bonne technique pour créer du désengagement. J'amènerai une petite, précision là-dessus. Ce que je vais vous dire est profondément malheureux, mais il y a eu des études, dans des dizaines et voire même des centaines, d'usines en Chine, qui a montré que, l'usage de la peur était un profond levier, pour améliorer la productivité des ouvriers et des ouvrières. Dire: «Mais enfin Denis, ce que tu dis est complètement contradictoire». Pas tant que ça, parce que si on réfléchit à, l'usage de la peur et de la violence auprès de personnes qui n'ont pas de choix d'autre que de travailler pour cette usine, on les met dans une situation où elles sont obligées de rester. Donc, l'usage, de la peur, c'est aussi conditionné à ça. Bon, aussi le pas d'être, une personne avec, comment dire ça pour, sans utiliser des insultes? Disons avec une personne avec une certaine empathie, peut nous amener à réfléchir à: «Est-ce que je permets aux personnes de vraiment faire ce qu'elles veulent ou est-ce que je leur impose et elles n'ont pas le choix que de rester pour, différentes raisons?» Et enfin, l'interdiction insidieuse à penser. Thomas Périeux, a d'ailleurs dans ses, propos, dans ses travaux, montré un exemple, qu'il a, vu dans une usine où, les, dirigeants et dirigeantes de l'usine mettaient une musique très, très forte pour empêcher les personnes de parler entre elles, pour éviter donc de créer un collectif et pour les empêcher aussi de penser. Parce que les échanges allaient créer une réflexion sur: «Est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce qu'on s'y prend la même chose?» Mais évidemment, ça s'était jamais évoqué. Il n'est pas marqué sur les murs: «Arrêtez de penser». Donc c'est ce qu'il appelle, lui, une interdiction insidieuse à penser. Et si vous vous rappelez par rapport à ce que enfin, si vous vous rappelez un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où on enlève l'intelligence et la subjectivité des personnes, on leur dit: «Non, t'inquiète, c'est nous qui allons penser à ta place». Bah, qu'est-ce qui se passe? On crée une situation où les personnes vont juste appliquer à la lettre des process, et vont juste appliquer, des trucs auxquels ne croient pas et on va se retrouver avec la grève du zèle que j'ai évoquée tout à l'heure, avec des retards, des défauts de qualité et cetera. Parce que sans cette subjectivité, sans cette intelligence, le beau travail est impossible. Il nous reste 12 minutes, ça me permet d'évoquer, de terminer, on va dire, cette présentation sur quelques idées fausses. C'est quelque chose que je vois très souvent, en tant que manager, des idées absolument fausses de la part de mes collègues managers ou managers sur ce qu'est l'engagement et ce qu'est le désengagement. La première chose que j'entends très souvent, c'est: «Ouais, bah, si la personne est engagée, ça veut dire qu'elle est en bonne santé morale, physique et cetera, chouette». Vous vous rappelez de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'auto-engagement peut être profondément destructeur. Donc faites attention. Si vous êtes une personne qui est, en suractivité, qui est tout le temps présente, heu, qui donne l'impression même qui est engagée, mais au point où si cet engagement, je rappelle un petit peu, ce que j'ai dit tout à l'heure, si cet engagement n'a pas de reconnaissance, qu'elle soit financière ou symbolique, si, cet engagement, même ce surengagement amène à une situation où, je me surengage, mais je fais face à quantité de problèmes, quantité d'échecs, et bien là, on peut amener une situation, un sentiment d'inutilité et d'impuissance et donc un mal-être profond. Et donc l'engagement, n'est pas forcément, synonyme de santé. Sur le court terme peut-être, mais sur le moyen et long terme, ça peut être catastrophique. Donc faites bien attention aussi le contexte dans lequel se crée cet engagement. Enfin aussi une fausse croyance que j'entends très souvent, c'est que c'est un état stable. Heu, une des premières choses que je t'ai dit en introduction, c'est que ce que je trouve, très intéressant dans les travaux de Meyer et Allen, c'est qu'ils montrent la multiplicité des dimensions de l'engagement. On peut être engagé par rapport à son travail, par rapport à son métier, ses collègues, ses clients, son entreprise. Il y avait 3 types d'engagement qu'ils ont évoqués. Eh bien, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'engagement déjà est mouvant et peut être différent selon ce en quoi on est engagé. On peut très bien être, profondément engagé vis-à-vis de son métier et profondément désengagé par rapport à son entreprise. Je vous donne un exemple, une personne aime profondément son métier, elle a profondément envie d'en faire de la qualité, elle comprend dans quoi ça s'inscrit, elle a envie de faire ça bien et elle va s'engager. Par contre, elle observe des choses dans la direction, elle observe des choses dans, les choix qui sont faits, les normes et les valeurs qui sont, heu, véhiculées qui lui correspondent pas. Ou quand elle se retrouve au milieu, d'événements, de l'entreprise, elle va pas vraiment se reconnaître là-dedans. Et donc elle va peut-être se désengager vis-à-vis de son entreprise, alors qu'elle restera engagée auprès de son métier.
Et tout ça peut évoluer. C'est-à-dire que, je peux me retrouver dans une situation où je ne peux plus faire correctement mon métier, mais d'un côté, je vois des changements auprès de la sphère directionnelle qui me donnent envie de m'engager auprès de l'entreprise. Et donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fonction de la tâche, du moment et du contexte, l'engagement varie. C'est pas quelque chose qui va perdurer, donc ne prenons pas l'engagement de quelqu'un ou le désengagement de quelqu'un comme, une vérité qui va perdurer. Et ça, je crois que c'est, la fausse idée que je vois le plus souvent. Je l'ai vu quantité de fois, j'aurais, bien voulu gagner 1 € à chaque fois que je l'ai vu. C'est que l'engagement, c'est faire des heures. «Ah regarde, Jean-Claude, regarde Emmanuel, ils travaillent tout le temps. Alors je les appelle à 20 heures, ils répondent, ils m'envoient des SMS à 23 heures. Des gens incroyablement engagés». Déjà, si vous êtes dans cette situation, sachez que vous êtes en train de créer quelque chose de profondément, toxique pour vos collègues. Le fait d'être constamment disponible, le fait d'être, constamment sollicité, va créer une fatigue physique, morale qui peut amener des choses, dramatiques pour les personnes. Ensuite, il faut bien distinguer ce qu'on appelle les bourreaux du travail ou même, peut-être, on parle aussi des fois d'addiction au travail, c'est un mal qui existe, et les personnes qui sont engagées. J'aime bien faire cette distinguo parce que le professionnel engagé prend du plaisir et intrinsèquement motivé au travail et obtient des bons résultats. C'est pas forcément le cas d'une personne qui fait énormément ses heures, enfin qui fait beaucoup d'heures, pardon, et qui va constamment être là les week-ends, le soir, pendant ses vacances. Là, c'est que la personne s'est peut-être créée, ses propres contraintes. Elle essaye de répondre à des normes, à des choses qu'elle estime être valorisantes pour elle, et elle va s'inscrire dans quelque chose qui va potentiellement la détruire et avoir un rapport obsessionnel au travail et potentiellement un rendement moins bon. Donc non, faire des heures, travailler tout le temps, ce n'est pas être engagé. Et oui, faire beaucoup d'heures peut avoir des conséquences dramatiques et peut être aussi le synonyme d'un très mauvais travail. Et enfin, aussi quelque chose que j'entends très, très souvent, c'est pointer du doigt les personnes qui sont, désengagées. «Ah regarde, il ou elle est désengagé». Vraiment, absence de motivation, c'est pas ce genre de personne que je veux dans l'entreprise. Sauf que, bah, le désengagement, comme l'engagement, est souvent le fruit d'un contexte. Et le désengagement se nourrit avant tout d'une absence de reconnaissance, je l'ai évoqué tout à l'heure, symbolique ou financière, d'une absence de perspective et de risques psychosociaux et de problèmes de santé liés au travail. Et donc dans ce que vous voyez, les 3 exemples que je vous donne, il n'y a rien de personnel. C'est un cadre, c'est un environnement qui va créer ce désengagement. Et donc quand on voit une personne, qui est désengagée, la première question, c'est de se poser: «Mais est-ce qu'elle est dans un cadre, dans un environnement qui lui permet l'engagement?» Est-ce que moi, en tant que manager, manageuse, collègue, est-ce que je contribue à ce désengagement directement ou indirectement? Donc très important d'avoir ce pas de recul et de réfléchir à qu'est-ce qui nourrit avant tout ce désengagement et de ne pas partir du principe que si la personne est désengagée, c'est de sa faute. Et d'ailleurs, si vous voulez être convaincu de ça, je vous conseille de lire les travaux du sociologue pardon, Norbert Alter, qui montrent que, contrairement à beaucoup de fausses croyances, on arrive dans une entreprise avec un engagement très fort. Et je vous détaillerai un petit peu ça en conclusion. Ça tombe bien, c'est maintenant. Déjà, quoi retenir? J'ai beaucoup répété les choses, parce que je vous dis, mon objectif, c'est qu'à la fin, on ait une compréhension commune de ce que signifie, l'engagement et les engagements. Donc ça nécessite de répéter pour retenir quelque chose. Donc je rappelle, l'engagement, c'est une force psychologique qui lie un salarié à son entreprise. On parle des fois de lien, d'état psychologique. C'est un concept large et multidimensionnel. Engagé à son entreprise, à son travail, à ses collègues, à ses clients, et cetera. On peut avoir un engagement émotionnel, normatif, de continuation. Et l'engagement affectif constitue la variable la plus importante dans le départ volontaire d'une entreprise. Et c'est très important de faire attention au déséquilibre effort-reconnaissance. Je l'ai beaucoup évoqué, j'ai beaucoup utilisé le terme reconnaissance depuis tout à l'heure, parce que beaucoup d'études montrent que l'absence de reconnaissance est quelque chose de très, 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 très fort dans, le fait qu'on va se désengager et qu'on va avoir une, relation difficile avec, son métier et son entreprise. Et je voudrais conclure par, 2 citations. 2 citations de Norbert Alter que j'ai évoquées précédemment. Pour situer un petit peu, ce sociologue, si vous êtes intéressé, par, l'innovation, qu'est-ce qui fait que dans une entreprise, on innove?
Qu'est-ce qui fait qu'une idée va se transformer en innovation? Je vous conseille de regarder les vidéos ou de lire les textes de Norbert Alter. De même que si vous êtes intéressé, là par exemple, si vous avez une approche anthropologique et que vous voulez comprendre le principe du don et du contre-don de Marcel Moyse et comment ça peut être appliqué à l'entreprise, pareil, Norbert Alter est la bonne personne. Et il a écrit un livre récemment, il y a quelques mois, qui s'appelle Pour en finir avec le machin. Le machin, c'est comment il appelle le management. Et il y a beaucoup de punchlines, on va dire, dans ce livre, et des choses que je trouve intéressantes et je voudrais vous en partager deux. Déjà, il explique que le management tente de recréer des liens sociaux à coups de séminaires, d'actions, d'accompagnement et de process oubliant qu'on ne peut décréter l'engagement. Donc là, vous avez pu voir que j'étais assez énervé sur les principes de team building. Euh, et ça tombe bien, Norbert Alter est d'accord avec moi, c'est plutôt l'inverse, je suis d'accord avec lui. Et en fait, il faut bien avoir en tête que l'engagement, c'est pas une injonction. Vous n'allez pas arriver demain en tapant à la porte de vos collègues en disant bah, maintenant, il faut que tu t'engages. L'engagement, ça se crée. Il y a toute une réflexion à voir comment on peut créer un contexte qui favorise l'engagement et comment faire en sorte que ça se perdure. Et autre citation de Norbert Alter, qui, je pense, est une très bonne conclusion. Ce que nous dit Norbert Alter, c'est que les salariés s'engagent spontanément dans leur job, mais que, faute d'être reconnus, cet engagement se transforme en désengagement et parfois en ressentiment. Je trouve que c'est une bonne conclusion à ce qu'on vient d'évoquer, de montrer les conséquences, une fois de plus, de l'absence de la reconnaissance, et de ne pas oublier que les personnes arrivent dans l'entreprise, dans leur nouveau métier, avec un fort engagement, et que ça se désagrège au fur et à mesure en fonction de ce qu'elles observent et de ce qu'elles vivent. Je vous remercie. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, il nous reste 3 minutes. Je serai évidemment disponible toute la journée. Et si aussi, là, je me permets un petit peu de publicité, je m'en excuse. J'ai un podcast qui s'appelle 0, où j'interviewe des chercheurs et des chercheuses en sciences sociales. Et les personnes que j'ai évoquées tout à l'heure, la plupart, j'ai eu la chance de les interviewer. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ça. Voilà, je vous remercie. S'il y a quelconque question, il nous reste 2 minutes 30. Merci. Oui? Oui, alors quel est l'intérêt d'employer des prestataires pour favoriser l'engagement, c'est bien ça? Bonne question. Je vais essayer de répondre très rapidement à ça. Déjà, j'aime bien voir les deux versions. De mon point de vue, il y a un aspect très négatif, c'est que ça a été évoqué par Silone Perragin, qui explique que beaucoup de consultants et consultantes sont en fait des pyromanes qui ont créé des situations impossible pour les gens et qui après vendent le fait de réparer d'éteindre ce feu-là. Ça, c'est pour l'aspect négatif. Et pour l'aspect positif, il y a aussi parfois des situations où les personnes ne savent pas, ne comprennent pas ce qui se passe et n'ont pas à la fois les compétences ou les outils ou la prise de recul pour pouvoir créer un contexte favorable. Et donc, c'est là où on peut faire appel à une expertise extérieure. Voilà. Donc, j'essaie d'amener un peu de nuance. J'espère que ça a répondu à ta question. Non? Bon, on va en parler plus longuement si tu veux juste après, parce qu'il me reste 1 minute 7. Oui? Alors je vais répéter la question, est-ce qu'il y a une différence d'engagement selon les pays? C'est une excellente question, je te remercie de la poser. En 40 secondes, c'est très difficile. Je dirais que j'irai plus loin, il y a une vision différente du travail, une relation différente du travail selon les pays. Je te conseille de lire Philippe Diribarne, qui a écrit là-dessus, qui a passé sa vie de chercheur sur le sujet et qui a montré les différences dans la relation avec le travail entre les États-Unis et la France, entre la France et l'Allemagne. Et ce qu'il a montré, c'est qu'en France, il y a plusieurs particularités. La première, c'est qu'on a une logique d'honneur avec le travail, ce qui fait qu'on a la notion de beau travail très très importante pour nous. Et aussi, il y a une spécificité française, c'est que, Arnaud l'a évoqué tout à l'heure, on a un management qui est absolument catastrophique. Donc, ce qui fait que quand tu prends en compte tout ça, la notion d'engagement est très importante, notamment en France, pour permettre de faire du beau travail, parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre culture. En tant que Français, on a ce besoin-là très fort, d'avoir cette reconnaissance et de pouvoir exercer un beau travail. Donc, je pourrais en parler beaucoup plus longuement, mais il me reste juste le temps d'une dernière question. Oui? Oui?
Bonne question. L'auto-désengagement et l'ownership, comment on amène de la responsabilité, c'est ça, au sein d'une entreprise? Heu, alors là, j'aime bien aussi renvoyer à des travaux, je pense que c'est, très important de lire en psychologie sociale, tous les travaux qu'il y a pu avoir pour comment créer l'engagement par rapport et de la responsabilité par rapport à une décision. Ça consiste très souvent, si je fais un résumé très grossier, à faire en sorte que les personnes puissent décider en groupe et qu'on n'arrive pas en leur imposant des solutions, des actions. Ça fait écho aussi aux travaux d'Yves Clos qui montrent que le travail empêché crée un désengagement, c'est-à-dire à partir du moment où je prends des décisions à la place des personnes, je leur empêche de choisir les conditions dans lesquelles on pourra exercer leurs gestes, je crée du désengagement. Donc cette notion de responsabilité, elle passe par l'écoute, la prise en compte des personnes et le fait de leur faire participer aux décisions qui ont un impact sur leur quotidien et le fait de considérer ce qu'elles ont à dire. Voilà, j'ai dépassé le temps. N'hésitez pas à venir en parler si, et notamment, j'ai pas répondu totalement à une question. On pourra en parler tout à l'heure. Merci à tous.